Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Pour moi, dans mon cas, finalement, personnellement, ça ne va pas. Ça ne va pas car c'est simple. J'ai beau essayer de soutenir, j'ai beau sortir le t-shirt, j'ai beau essayer d'aller chercher des petites déclarations positives dans les médias, dans les journaux, rien n'y fait. La stratégie n'est pas bonne. La dégradation est énorme. Le rythme n'est pas là. La moto ne performe pas. Bien évidemment, je parle de KTM. Voilà. Bon, nous ne sommes pas là pour parler de KTM pendant 10 minutes car nous avons 10 minutes pour parler de ce qui s'est passé en ce début de week-end et notamment réagir à chaud à la course sprint qui vient juste de se terminer. Petite parenthèse d'ailleurs sur le podium de cette course sprint, la cérémonie de podium qui a été tout simplement, on ne va pas dire nul parce que c'est péjoratif, mais pas top. Voilà, vraiment pas fun pour le coup. Mais on en parlera peut-être un jour des cérémonies de podium en course sprint notamment. Mais ce n'est pas le sujet non plus de cette vidéo. Commençons par le début de week-end. Eh bien, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire, pas de gros manquements. Mais le gros point positif, c'est le retour du numéro 1, le retour du champion du monde en titre, Jorge Martin avec Aprilia. Et honnêtement, on a eu de plutôt belles choses avec Jorge Martin. Je vais commencer par son début de week-end. Il y a du rythme, on était déjà là, on n'a pas énormément roulé. Le but n'est pas de se fatiguer, le but est de voir si on pouvait rouler. C'était le cas pour un pilote qui a passé 4 mois sans piloter de MotoGP, sans participer aux tests hivernaux, sans pouvoir s'entraîner à 100% car la condition physique n'est pas encore revenue. Eh bien, franchement, c'était pas mal. On est à 1 seconde 5 du rythme des leaders à peu près. Alors oui, c'est énorme en MotoGP. 1 seconde 5, on l'a vu en course sprint, on finit à des années-lumière de Marc Marquez. Mais en même temps, on ne finit pas dernier. Sans roulage, c'est vraiment pas mal. Donc, beaucoup de positifs de mon côté, en tout cas de ce que je vois. Pour Jorge Martin, on va attendre bien sûr les 2-3 prochaines courses pour voir l'évolution, pour revenir au top physiquement. Mais je n'ai pas grand-chose de plus à dire dans le sens où c'était vraiment pas mal. Je pense qu'on n'aura même pas besoin d'attendre 2-3 courses pour voir un exploit de Jorge Martin. Mais dans 3-4 courses, on verra un Martin régulier, j'espère, et un peu plus aux top positions pour aller chercher, pourquoi pas, des petits podiums ou au moins des top 5. Passons maintenant aux autres pilotes et comme je vous l'ai dit, pas de gros manquements. On a eu quelques petites batailles, notamment en fin de practice pour le passage direct en Q2 entre Johann Zarco et Alex Rins qui se joue à quelques centièmes de seconde. Mais honnêtement, Alex Rins, depuis le début de cette saison, en qualification, en tout cas sur un tour lancé, c'est vraiment pas mal. On a vu des Q2 direct, on a vu cette fois-ci encore le passage en Q1, on s'en sort et on passe en Q2 et on performe. Donc Alex Rins, sur un tour, c'est vraiment bien depuis le début de cette saison 2025. Malheureusement, le rythme, dès qu'on ajoute un petit peu, que ce soit des courses sprint, de la simulation de course ou alors même une course principale, le rythme n'est pas forcément là. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Mais déjà, ça fait un point positif. Donc, la Yamaha était plutôt pas mal, même si c'est vrai que le circuit est compliqué. Et là, je vais englober Yamaha, Honda, Aprilia, KTM, mis à part Ducati. Le circuit est difficile. Le circuit est difficile parce que les matinées sont on a certaines séances en matinée, que ce soit la FP1, que ce soit la FP2, où le travail, en fait, c'est pas qu'il ne sert à rien, mais c'est qu'il est très différent dans le sens où on va avoir des températures de piste qui sont 20 degrés plus élevées que ce qu'on a en course sprint ou en course principale. Donc la dégradation, que ce soit les sensations, l'équilibre de la moto, le grip général, tout est différent pendant ces sessions matinales et donc c'est compliqué de travailler sur un setup, c'est compliqué de travailler avec des pneumatiques car on le sait, pendant la sprint et pendant la course principale, la moto va réagir différemment, vraiment très différemment sur un circuit qui a 20 degrés de moins, en tout cas sur le tarmac. Voilà pour les petites sessions du vendredi et du samedi matin. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Ai Ogura qui est le seul pilote encore une fois de chez Aprilia à passer en Q2. Pedro Acosta qui passe à côté de sa qualif malheureusement. Bagnaia qui passe aussi à côté en chutant. Mais si on parle de la course sprint, on a eu quelques dépassements. C'était pas une course sprint ultra mouvementée, mais on a eu des choses intéressantes. Déjà devant Alex Marquez qui a tenté de déstabiliser son frère. C'était bien joué. Malheureusement, le rythme de Marc Marquez était époustouflant, rien à faire, rien à dire. On le rappelle, Marc Marquez, sur cette course sprint, il met 1 seconde par tour à son coéquipier Francesco Bagnaia qui va quand même terminer dans les points, mais très très loin, à 10 secondes finalement, une dizaine de secondes de Marc Marquez. Donc là, Bagnaia, je ne sais pas si c'était la mise en température des pneus qui a raté, je ne sais pas si c'est simplement l'équilibre de la moto. Je pensais que ça avait été résolu ce problème d'équilibre de la moto en course sprint, mais apparemment là, il y a eu un autre problème, donc j'ai hâte de découvrir quel était le problème en sprint
et on verra peut-être ça dans le BRK de lundi. Mais voilà, chez Ducati officiel, on a eu du tout et on a eu du rien aussi du côté de Francesco Bagnaia. Alex Marquez, superbe course, Monsieur P2 depuis le début de la saison, que ce soit en qualif, en sprint ou en course principale. Donc il continue, la régularité est là, c'est très très bien du côté d'Alex Marquez. Morbidelli, très bonne course aussi, qui a su faire son attaque directe sur Fabio Quartararo. Et Morbidelli est l'exemple parfait de la dégradation des pneus aussi ici au Qatar. Oui, c'est un circuit compliqué, c'est un circuit qui demande beaucoup de vitesse de passage en courbe, une moto très précise de l'avant qui va pouvoir tourner à très haute vitesse et en plus très stable. Donc voilà, là franchement c'est compliqué, c'est pour ça qu'on a beaucoup de constructeurs qui galèrent face à Ducati. Et Morbidelli, on l'a vu en fin de course, la dégradation, même sur le pneu avant, était très élevée, de la difficulté à faire tourner la moto, beaucoup de sous-virages dans les virages où on entre avec beaucoup de vitesse. Donc attention à ça pour demain, ça va être très très important, la stratégie pour la gestion des pneumatiques sur la course principale. Derrière, si on doit parler de ce qui s'est passé, eh bien on a les KTM qui ont choisi le pneu soft comme Johann Zarco. Et bah voilà, la dégradation est là. Déjà sur la KTM, la dégradation est énorme sur le pneu arrière. J'ai pas compris pourquoi ils avaient choisi le pneu soft, parce que sur un tour, ça bombarde. Sur un tour, ça allait très très bien, que ce soit pour Viñales ou Acosta, on avait vu de très bonnes choses. Les deux autres, on n'en parle pas parce qu'on n'a rien vu du tout finalement. Mais Viñales et Acosta, on a vu de très belles choses, notamment avec le pneu soft et notamment FP2. Je pense que c'est pour ça que KTM a choisi le pneu soft pour Acosta à l'arrière. Mais 90% de la grille avait pris le médium et ça avait l'air de beaucoup mieux fonctionner quand on voyait les chronos de Marquez, des Marquez en FP2. Donc je sais pas si c'est une erreur technique, je sais pas si c'était juste un pari, je sais pas trop, mais pour moi c'était vraiment très risqué. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a à perdre quand on est KTM à ce moment-là de la saison? Voilà, donc aucun point pour KTM finalement en course sprint, quand on va finir 10e et 11e, donc quel que soit le départ ou quoi que ce soit, la dégradation a tout raflé. En fin de course, le rythme était désastreux et on s'est fait doubler même par Marco Bezzecchi. Donc pas de point pour KTM. Et sinon, parlons de Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, que dire, mis à part bravo Fabio, qui fait vraiment la différence via son style de pilotage. On l'avait vu déjà à Austin, j'en avais parlé, le train avant de la Yamaha s'est beaucoup amélioré, le train avant de la Yamaha est le point fort et on le voit notamment secteur 1, secteur 2 et secteur 4. Fabio Quartararo, notamment dans le secteur 4, est capable de faire la différence. Secteur 1, secteur 2, ça va un petit peu moins vite, donc la Yamaha est capable de rattraper, on va dire, le retard et d'égaliser avec les Ducati notamment grâce à ce train avant et grâce à cette facilité en entrée de virage. Par contre, dans le secteur 3, là où on demande énormément de vitesse à la moto, là on demande un train avant précis, beaucoup de stabilité et beaucoup de vitesse de passage en courbe, la Yamaha est un petit peu en retrait et c'est compliqué pour Fabio de faire la différence. Et puis bien sûr, on a aussi la ligne droite qui vient tuer aussi la Yamaha, sortie de virage, VMAX, c'est chaud, mais là il était en face des Ducati, face à la Aprilia et la Honda, ça va déjà mieux, mais face à la Ducati, c'est clair qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et point positif aussi pour Fermin Aldeguer qui fait une très bonne course sprint et un très bon début du week-end. Ça se solidifie petit à petit. Et Fermin Aldeguer, je ne serais pas étonné qu'on aille chercher les top 7 de plus en plus régulièrement. Passons au pronostic. J'espère que je n'ai rien oublié pour cette course sprint. Et bien pour la course de demain, malheureusement, je ne vois pas beaucoup de changements par rapport à ce qu'on a depuis le début de saison déjà et par rapport à ce qu'on a eu depuis le début du week-end. Alex Marquez, deuxième, bien sûr. Marc Marquez, premier, bien sûr, j'ai envie de vous dire. Il ne recommettra pas, je pense, la même erreur qu'à Austin. Là, on a vu que le rythme était vraiment très, très bon, au-dessus de son frère, au-dessus largement du reste. Et en troisième position, j'ai confiance en Fabio. J'ai confiance en Fabio pour un top 5, mais pour le top 3, j'y crois moyen. Et là où j'ai du mal, c'est me décider entre les deux pilotes vers 46. En même temps, Morbidelli nous a montré un très très beau rythme dans les conditions un peu plus fraîches, que ce soit en practice où il va quand même finir premier devant les frères Marquez, et ça ce n'est pas à négliger parce que le rythme pendant la practice de Franco Morbidelli était impressionnant. On a eu de la régularité, mais on a aussi eu beaucoup de vitesse sur un tour et on l'a vu en début de course sprint aussi. Mais l'usure des pneus, la stratégie au niveau de la gestion pneumatique, je ne sais pas si Morbidelli va être aussi bon que Fabio Di Giannantonio. Et je ne sais pas si Fermin Aldeguer ne peut pas créer, par exemple, le coup du siècle, l'exploit en battant les deux autres pilotes VR46. Donc, c'est là où j'ai un petit peu de mal à me positionner. Mais j'ai envie de dire en troisième position, Fabio Di Giannantonio,
qui va se reprendre par rapport à ce départ loupé, à ce début de course un peu manqué, à la bataille avec Pedro Acosta, belle bataille d'ailleurs, et le dépassement du week-end, j'ose le dire maintenant, je le dis, Ogura sur Johann Zarco. Ogura sur Johann Zarco, le dépassement du week-end. Voilà, c'est dans les statistiques aussi, c'est dans les pronostics. Il n'y aura pas mieux ce week-end. Et puis en Moto 3, José Antonio Rueda qui est en train de gérer son week-end parfaitement. Et en Moto 2, Manuel Gonzalez, Rueda il gère sa saison. Gonzalez doit se rattraper par rapport à son erreur à Austin. J'ai envie de vous dire, voilà pour les pronostics, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce samedi au Qatar. Et puis on se retrouve très bientôt pour résumer le week-end complet.